Les lustres scintillaient comme une pluie glacée au-dessus de nos têtes, projetant une lumière fragmentée sur la salle de bal de la Fondation Ridington. Debout au bord de la Seine, je faisais tournoyer une coupe de champagne que je n'avais pas touchée, hochant la tête au milieu de conversations avec des hommes qui arboraient encore leur fortune comme des médailles. C'était censé être ma soirée. Le gala de charité de Ridington n'était pas qu'un simple événement mondain. C'était une scène calculée pour annoncer des changements de pouvoir. Et ce soir, nous célébrions la finalisation de l'acquisition internationale de Danforth. Un accord que j'ai passé les 9 derniers mois à traquer dans 3 pays, des dizaines d'appels, et un qui a failli être résilié à Copenhague. Je l'ai conclu. Moi, pas Céleste. Pas Maxwell. Moi. Je portais le smoking que Céleste avait choisi pour moi, celui-là même qu'elle tenait à assortir aux touches saphir de sa robe. Je l'observais de l'autre côté de la salle, riant avec les donateurs, souriant, ce sourire soigné qu'elle avait perfectionné au fil des années passées dans l'ombre de sa mère. Elle n'avait pas l'air nerveuse. Elle avait plutôt l'air d'une femme qui savait déjà comment la soirée allait se terminer. Une main me frappa l'épaule. Lévi, mon témoin, mon plus vieil ami, et ce soir, la raison pour laquelle je n'étais pas encore parti en trombe. Ça va, demanda-t-il en inclinant la tête. Tu as l'air raide. Je lui adressai un demi-sourire, attendant simplement que mon nom soit mentionné. Il rit. C'est la politique, Jonah. Tu sais comment ils sont. Les Ridington jouent sur la durée. Tu auras tes fleurs. Mais je ne voulais pas de fleurs. Je voulais de la reconnaissance. Une place à la table que j'avais contribué à construire. Ce n'était pas seulement une question d'ego. C'était une question d'équité. De montrer à chaque membre du conseil d'administration, à chaque dirigeant calculateur présent dans cette salle que Jonah n'était pas seulement le mari de Céleste. J'étais un stratège, un faiseur de pluie. Je l'avais mérité. Puis Maxwell prit le micro. Le silence se fit dans la salle de bal. Les lumières se tamisèrent légèrement et un quatuor à cordes marqua une pause en plein milieu de la pièce. Il prononça son discours habituel. Merci à nos donateurs. Progrès, éducation et innovation. Un brin d'humilité d'entreprise enveloppé d'un sourire narquois. Puis il se tourna vers Céleste. Ce soir, dit-il en faisant un geste du bras. Nous passâmes le flambeau. Ma fille Céleste Ridington a fait preuve d'un leadership extraordinaire, même face à la trahison personnelle. Je fronçai les sourcils. Trahir ? Elle s'approcha, prit le micro des mains de son père d'un hochement de tête gracieux. Son sourire était faible, répété. Sa voix était douce comme toujours, mais le tremblement qui la traversait était indéniable. Merci, père. Merci à tous ceux qui ont cru en cette entreprise et en moi. Ce soir est difficile, car, parallèlement à la célébration, nous devons reconnaître la perte. Elle marqua une pause, cligna des yeux, puis se tourna vers moi. Toute la salle suivit son regard. Ces dernières semaines, poursuivit-elle, nous avons découvert que les termes confidentiels de l'accord concernant l'acquisition de Danforth avaient fuité, et que cette fuite provenait d'un proche, d'une personne en qui j'avais confiance, mon mari, Jonah. Ce fut un coup dur que je n'avais pas vu venir. Mon cœur ne s'est pas arrêté, il a implosé. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Les mots n'étaient pas seulement absurdes, ils étaient chirurgicaux, calculés, instrumentalisés. Quelques halètements, le silence, puis des murmures commencèrent à tourbillonner comme de la fumée dans la salle de bal. Je clignai des yeux, scrutant son visage à la recherche d'un signe. Tout indiquait une erreur, mais son regard ne croisa jamais le mien. Elle se contenta de contempler la mer de costumes et de flûtes à champagne comme si je n'existais pas. J'avançai instinctivement d'un pas, Céleste, dis-je doucement, mais le micro était déjà rendu à Maxwell, et il enchaîna doucement sur une conclusion. Toast. Je n'entendais même pas les mots à cause du bourdonnement qui montait dans mes oreilles. J'ai balayé la pièce du regard. Marin, la sœur cadette de Céleste, se tenait à l'écart, près du personnel de restauration, les bras croisés, le regard plein de justification. Son sourire narquois était en forme de poignard. Elle savait, elle avait su, et elle en savourait chaque seconde. Puis il y avait Colette, la mère de Céleste, une relique polie de la cruauté de l'argent. Elle me regardait avec une pitié déguisée en triomphe. Et quand ses lèvres ont bougé, j'ai compris exactement ce qu'elle disait. Nous l'avons mise en garde contre vous. La sécurité est apparue comme des fantômes à côté de moi.
Pas agressivement. Pas encore. Juste assez de présence pour humilier. Monsieur, nous avons besoin que vous nous accompagniez. Pourquoi? Ai-je dit d'une voix ferme mais basse, refusant de donner du spectacle à la foule. Il n'y a pas eu d'enquête. Aucune preuve. Non, monsieur. Répéta la plus grande. Je me suis retourné vers Céleste, attendant, espérant qu'elle intervienne, cligne des yeux, craque, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est détournée et a quitté la scène, sa robe traînant derrière elle comme un rideau se refermant sur le dernier acte. On m'a escorté dehors, non pas menotté, juste en silence. Ce silence qui vous dit que votre nom a déjà été effacé. J'ai traversé le couloir de marbre, croisé des invités, faisant semblant de ne pas les regarder, et je suis sorti dans l'air hivernal qui me cinglait le visage comme une trahison physique. Je suis resté un instant au bord de l'entrée du voiturier, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Cette nuit-là, j'ai perdu ma femme, ma maison, ma carrière. Je ne savais même pas si le portier de notre immeuble me laisserait entrer. Je ne savais pas si mes cartes d'accès fonctionnaient. Je ne savais plus qui j'étais. Mais je savais une chose. Alors que le ciel se fendait d'un vent froid et que la honte m'enveloppait comme une seconde peau, j'ai fait un vœu. Il pensait que c'était ma fin. Mais je ne faisais que commencer. Je n'ai réalisé que lorsque je me suis retrouvé devant l'immeuble que j'avais payé, de haut en bas, de la brique au carrelage jusqu'au toit terrasse, et le portier que j'avais accueilli depuis des années, elle me lança un regard d'inconnu. Darren n'ouvrit pas la porte. Il sortit avec un presse-papier et un léger soupir. Monsieur Hay. Je suis désolé. Madame Riddington Hay m'a laissé des instructions strictes. Vous n'êtes plus autorisé à entrer dans la propriété. Je ne dis rien, je fixais simplement l'endroit que j'appelais autrefois mon chez-moi. Les lumières du Penthouse étaient allumées. Les baies vitrées brillaient d'une chaude lumière jaune. La silhouette de Céleste se déplaçait sur la vitre, floue derrière le luxe et la trahison. C'était comme regarder quelqu'un vivre sa vie alors qu'on se tenait dehors, dans le froid, effacé et redessiné dans les marges. Je me retournai et m'éloignai. 3 jours plus tard, les papiers du divorce arrivèrent par courrier. Une épaisse enveloppe portant mon nom imprimé en caractères d'imprimerie et le sien avec une fioriture ridicule, classée pour différents irréconciliables et fautes professionnelles. J'ai ri. Un rire affreux et amer que je ne reconnus pas. Il n'y avait aucune mention de trahison. Aucune mention de l'embuscade publique. Juste une belle note. Liste de ce qui lui appartenait désormais. Tout. L'appartement, la maison de vacances à Séville, le compte joint que j'avais ouvert. Même Maximus, mon chien, celui dont elle n'avait jamais voulu mais qu'elle affirmait désormais être le sien pour plus de stabilité. Le même jour, Maxwell Riddington a publié une déclaration à la presse. Nous avons le regret d'informer les parties prenantes que le comportement erratique de Jonah Hay et la violation de la confidentialité ont nécessité sa séparation immédiate de Riddington Global. Erratique comme si j'avais crié. Comme si je n'étais pas sorti de cette potence la tête haute et mon silence plus tranchant que leur murmure. Ils m'ont dépeint comme un fardeau, un homme instable, un ex-mari amer. Et les gens y ont cru parce que Riddington était synonyme d'héritage, de pouvoir, d'argent, et que j'étais désormais un fantôme dans leur empire bien éclairé. Je fixais mon reflet dans l'écran noir de ma télévision dans le motel que j'avais loué près de l'Hudson. J'avais l'air d'un homme qui aurait tout perdu parce que c'était moi. Mais tout perdre a un étrange effet secondaire. Cela vous libère. Vous cessez de vous accrocher au confort. On cesse de négocier avec dignité et on commence à réfléchir clairement. Je ne voulais pas récupérer ce qui m'appartenait. Ni l'appartement. Ni le travail. Ni même Maximus. Mais ça m'a fait plus mal que prévu. Je voulais autre chose maintenant. Pas de restauration. Pas de vengeance. De domination. Alors, j'ai contacté quelqu'un que je n'aurais jamais pensé rappeler. Tobias Krill, un ancien colocataire de fac devenu ancien militaire puis détective privé, avec un penchant pour la surveillance, le piratage et l'intrusion dans des endroits où il ne devrait pas. On ne s'était pas parlé depuis des années. Pas depuis le bazar de Jakarta. Mais quand j'ai appelé, il a répondu à la 2e sonnerie. On dirait quelqu'un qui vient de se faire poignarder par un talon Prada, a-t-il dit, sans même attendre un bonjour. J'ai besoin de savoir, lui ai-je dit. Pas seulement des ragots. Des choses profondes, enfouies, impardonnables. J'ai besoin de les brûler de l'intérieur.
Il y eut un silence au bout d'un moment. Puis sa voix se fit plus basse. Tu es sûr? Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Je ne veux pas revenir, ai-je dit. Je veux entrer. Le lendemain matin, il m'a retrouvé dans un restaurant de Hell's Kitchen, se glissant dans la cabine avec ce même sourire narquois et ce regard qui semblait toujours scruter les snipers. Il ne s'est pas embêté à bavarder. Il a simplement ouvert un carnet en cuir usé et me l'a glissé. Maxwell Ridington a 3 téléphones. Un qu'il porte sur lui, un qu'il cache, et un dont seules 3 personnes connaissent le numéro. Céleste n'a pas accédé à sa messagerie personnelle depuis 3 mois, mais son assistante s'est connectée pour elle. Il y a un serveur dans la cave à vin de son père, physique, inexploité, et marin. Elle parle trop quand elle boit. Je l'ai regardé fixement. Tu as déjà commencé. Il a souri. Tu m'as appelé. C'est le signal. J'ai feuilleté les notes. Chaque ligne était un fil, une couture lâche dans l'empire étroitement cousu qu'ils avaient utilisé pour m'exclure. Tobias sirotait son café, noir et j'étais amer et j'ai attendu. L'argent d'abord, ai-je dit. Tracer chaque virement amusant effectué par Céleste. Toute irrégularité, tout acte de sabotage, a-t-il acquiescé. Et Lévi, ai-je ajouté. Il n'est pas propre. Tobias s'est penché en arrière. Ton témoin? Quoi? Tu crois qu'il couche avec elle ou qu'il te trahit? Je ne sais pas, dis-je. Mais il n'a pas appelé. Pas une seule fois. Pas même un SMS. Tobias a griffonné un mot. C'est plus fort qu'une confession. On a planifié la première phase sur des serviettes en papier. Compte à tracer. Point d'accès à exploiter. Système de sécurité. Mot de passe. Tobias parlait d'un ton calme et efficace, sans broncher une seule fois en décrivant comment pirater des pare-feux numériques ou faire chanter un assistant juridique pour obtenir des codes d'accès. Je ne lui ai pas demandé comment il savait tout ça. Je n'en avais pas besoin. Il était exactement ce dont j'avais besoin maintenant. Moralement ambigu et d'une précision chirurgicale. En nous séparant, il m'a tendu un téléphone jetable. Utilise ça. Je ne te contacterai que si j'ai quelque chose de concret. N'appelle que si c'est urgent. Et Jonah, me suis-je retourné? Ce n'est pas la rédemption, a-t-il dit. C'est la guerre. On ne peut pas faire son deuil et comploter en même temps. Je suis parti sans répondre, mais j'ai entendu. Chaque mot me transperçait l'échine. Ce soir-là, j'étais assis seul au bord d'un matelas de motel rigide, les yeux rivés sur les stores en plastique et l'imprimé floral démodé au-dessus du bureau. Mon nom avait été effacé des emails professionnels. Mon accès révoqué, ma réputation ternie par une annonce calculée, mais je n'étais pas brisé. Je m'affûtais. Qu'il croit que j'étais parti. La prochaine fois qu'il verrait mon nom, ce serait le dernier nom qu'il craignait. Dès que Tobias m'a tendu la clé USB, j'ai su que j'allais voir quelque chose qui allait me vider de mon sens. Il n'a rien dit de dramatique. Il l'a juste glissé sur la table, dans ce même restaurant délabré où nous avions élaboré le plan de guerre. Tout ce que vous avez demandé est là, a-t-il dit. Mais une fois ouverte, plus besoin de prétendre que c'est une simple vengeance. C'est la terre brûlée. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris la clé, l'ai glissée dans la poche de mon manteau et parcouru les 10 pâtés de maison qui me séparaient de l'appartement boîte à chaussures que je louais. Queens. Pas d'ascenseur, de la peinture écaillée, un radiateur qui sifflait comme s'il avait ses propres secrets. C'était l'opposé de la vie que j'avais menée avec Céleste. Et c'était là tout l'intérêt. J'ai allumé mon vieil ordinateur portable, celui sans GPS, sans synchronisation cloud, sans connexion biométrique, juste un écran fissuré, une touche rémanente et le genre d'anonymat que Tobias exigeait. J'ai branché le lecteur. Le dossier s'est ouvert d'un léger clic, et à l'intérieur se trouvaient 6 sous-dossiers, chacun soigneusement étiqueté CL, Maxwell, Lévi, fonds, juridique et vidéo. J'ai cliqué sur fonds en premier. Mon estomac s'est noué. Là, c'était aussi clair que la vue sur l'océan depuis notre ancien Penthouse. 6 semaines avant le gala, Céleste avait discrètement transféré 9,8 millions de dollars de notre compte d'investissement commun vers un compte offshore numéroté sous Ridington Holdings Limited. Le transfert était réparti entre 3 sociétés écrans, chacune avec son propre faux conseil d'administration, chacune transitant par d'obscurs paradis fiscaux. J'ai parcouru les PDF, les dates de transaction,
les signatures d'approbation, sa signature. Chaque page était une lame. Elle l'avait planifié bien avant le spectacle public. Bien avant l'accusation de sabotage. Ce n'était pas une trahison passionnée. C'était du business. Froid, délibéré, chirurgical. J'ouvris le dossier Maxwell. Ensuite, des relevés bancaires, des notes internes, des échéanciers de paiement. Il me fallut une seconde pour comprendre ce que je voyais. Des contrats de blanchiment avec le département des infrastructures urbaines avaient transité par 2 fausses entreprises de construction, Lernac et Adexa LLC. Les adresses remontaient à un parking et à un bureau fictif dans le New Jersey. L'homme qui signait les appels d'offres, Brian Quell, un lobbyiste au passé mouvementé et au carnet d'adresses en or. C'était accablant, suffisamment illégal pour Ridington Global si jamais cela arrivait au bureau du procureur. Tobias avait surligné les entrées pertinentes, et même croisé le calendrier de Maxwell avec les approbations de contrats. Chaque pointillé criait au complot. Je fixais longuement l'écran, la chaleur de l'ordinateur me réchauffant les paumes tandis que mon sang se glaçait. Mais rien ne pouvait me préparer au dossier vidéo. Il n'y avait qu'un seul fichier. J'ai double-cliqué. Il s'est ouvert sur un angle de caméra de sécurité granuleux. Ma chambre. Notre chambre. Celle avec les draps bleu marine et la vue sur la ville qui m'endormait. Céleste était assise au bord du lit, vêtue d'un peignoir en soie. Lévi se tenait près de la commode, un verre de whisky à la main, riant à moitié. « Tu es sûr qu'il ne sait pas ?» demanda Lévi à voix basse. Jonah, s'est moqué Céleste. Il est trop fier. Il pense que le silence est synonyme de contrôle. C'est adorable. Vraiment? Il rit doucement, puis se pencha et l'embrassa sur l'épaule. Je clignai des yeux. Ils étaient dans ma chambre, se touchant, riant, planifiant. « Sois prête, dit-elle. Une fois le transfert effectué et les planches préparées, je m'occuperai du gala. Tu t'occuperas des retombées de sympathie. » Lévi rit de nouveau. Dois-je pleurer devant la caméra? Céleste sourit. Seulement si tu veux avoir l'air humaine. J'ai claqué l'ordinateur si fort que l'écran est devenu noir. Je n'ai pas crié, je n'ai pas hurlé, mais ma vision pulsait. La rage n'était pas explosive. Elle était concentrée, intense, dangereuse. Ce n'était pas une infidélité. Ce n'était pas une trahison. C'était un démantèlement coordonné de ma vie. Ma femme, mon meilleur ami et ma carrière, tout cela vendu et assemblé en un spectacle pour lequel je n'ai même pas auditionné. Tobias a appelé plus tard dans la soirée. « Tu l'as regardé? » « Oui, » j'ai dit voix. « Tu es prêt à partir? » « Non. »« Tu es sûr de vouloir te venger ?» demanda-t-il. « Parce que tu en as déjà assez pour les ruiner. Tu pourrais envoyer ça à une douzaine de cabinets d'avocats et disparaître en paix. Repartir riche. Libre. » Je fixai le mur fissuré devant moi, les yeux secs, les mains serrées. « Ce n'est pas de la vengeance, dis-je doucement. Ce ne sont que des préliminaires. » Il y eut un long silence. Puis Tobias rit. « C'est le Jonas dont je me souviens. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai pas essayé. » Je me suis assis au comptoir de la cuisine, éclairé seulement par le lampadaire filtrant à travers les stores, parcourant chaque document, soulignant chaque point faible. Je n'allais pas simplement les dénoncer. J'allais démanteler les fondations sur lesquelles ils avaient bâti toute leur image. L'empire de Maxwell était pourri jusqu'à la moelle. Céleste était le visage poli d'une dynastie bâtie sur la fraude. Lévi était le complice. Marin était toujours un point d'interrogation, mais pas pour longtemps. Ils voulaient m'effacer. Maintenant, j'allais leur faire regretter mon départ. Au lever du soleil, j'avais une liste. Nom, entreprise, avocat, journaliste, chemin d'accès aux actifs. Tobias m'avait donné l'allumette. J'allais attiser le feu. Et la première chose que je brûlerais, c'était leur héritage. Le plus dur n'était pas de laisser mon nom derrière moi. C'était de laisser mes réflexes. Pendant des semaines après ma disparition, je me surprenais encore à décrocher le téléphone dès qu'on prononçait mon nom à la télévision. Je m'attendais encore à un hochement de tête du portier en passant devant un hall vitré. Je m'arrêtais encore au coin des rues en attendant une voiture qui n'était plus la mienne. Mais cette version de Jonah devait disparaître complètement. Et si je voulais les abattre, je ne pouvais pas le faire en tant qu'homme qu'ils connaissaient. Je devais devenir quelqu'un qu'ils ne verraient jamais venir.
Mason Drake. Voilà ce que je suis devenu. Le nom venait d'un oncle décédé et d'une rue où je m'étais fait agresser. Intraçable. Propre. Tobias a aidé à tout mettre en place. Nouvelle pièce d'identité, nouveau numéro de téléphone, même info historique de crédit. L'adresse était un studio délabré à Atoria, au-dessus d'une laverie automatique qui riait de l'eau de Javel et de l'échec. La porte des toilettes. Je ne me suis pas complètement fermé. Le radiateur était un champ de bataille, mais il était à moi. Et surtout, il était invisible. La première chose que j'ai faite a été de couper les ponts. Nouveau téléphone, pas de réseaux sociaux, j'ai effacé toute trace de ma vie numérique précédente. Je me suis déconnecté de tout. LinkedIn, vieille sauvegarde cloud, application bancaire disparue. Je ne quittais l'appartement que lorsque c'était nécessaire. Et quand je le faisais, je portais l'anonymat comme une armure. Casquette baissée, mâchoire mal rasée, veste de friperie de taille trop grande. Je marchais comme si je n'avais aucune importance, car Mason Drake n'était pas censé en avoir. Pendant que Tobias continuait à creuser dans l'ombre, je me concentrais sur l'étape suivante, la proximité. Je ne pouvais pas frapper de l'extérieur. Il me fallait me rapprocher. Et pour cela, il me fallait me positionner là où ça ferait le plus mal. Briard & Rowe, le seul cabinet que Maxwell n'avait jamais réussi à dominer pleinement. Une épine dans le pied silencieuse et implacable. Il n'avait aucun amour pour les Ridington qui les rendaient parfaits. J'ai utilisé un faux CV, léger mais crédible, qui a donné à Mason une expérience dans analyse de données, 3 ans dans un cabinet de conseil spécialisé et un long séjour à l'étranger, ce qui expliquait son manque de référence. L'entretien fut bref. Il cherchait quelqu'un pour trier les rapports d'action en souffrance, et Mason Drake n'en demandait pas beaucoup. Ils m'ont embauché en CDD. Pas d'avantages sociaux, pas de véritable surveillance. C'était là tout l'intérêt d'être sous-estimé. Personne ne remettait en question le fantôme du service courrier. À l'intérieur, je restais discret. Calme, ponctuel, invisible. Je portais un ton neutre, gardais la tête basse et écoutais. Chaque murmure, chaque plainte, chaque paquet de données. J'observais qui avait des mots de passe et qui n'en avait pas, qui buvait trop pendant les happy hours du vendredi et qui oubliait son badge à son bureau. La responsable du bureau, Shelley, avait l'habitude d'imprimer des documents sensibles et de les oublier sur la photocopieuse. J'ai commencé à collectionner ces moments comme des trophées, mais je n'ai jamais baissé ma garde. Pas une seule fois, car je savais que si même une infime partie de moi-même laissait paraître une phrase trop soignée, une connexion déplacée, quelqu'un commencerait à poser des questions. Je ne pouvais pas me le permettre. Pas encore. Et puis je l'ai vue, Tessa Lange. C'était la nouvelle conseillère en communication de Maxwell, directement en charge des comptes de la famille Ridington. Jeune, peut-être la fin de la vingtaine, mais perspicace. Le genre de perspicacité qui se cache derrière un regard doux et un ton calme. Elle n'était pas encore respectée. Les cadres supérieurs la couvraient de leurs conversations. Maxwell la traitait comme une complice. Mais je l'observais. J'observais sa façon d'observer chacun lorsqu'il parlait. Sa façon de vérifier 3 fois les documents et d'envoyer des PDF cryptés à sa messagerie personnelle juste pour avoir des sauvegardes. Elle était prudente, intelligente, ignorée, exactement comme moi. Alors, j'en ai fait un atout. Pas ouvertement, ni par séduction ni par corruption. Non, je l'ai fait en silence, avec présence. J'avais pris l'habitude d'être dans l'ascenseur quand elle déposait ses dossiers, de réparer le bourrage d'imprimante quand elle avait besoin de ses notes de discours, de faire de petits commentaires, anodins, élogieux, juste assez pour la faire réfléchir. Puis, j'ai attendu. Un matin, elle a laissé sa chemise en cuir marron sans surveillance dans la salle de conférence B lors d'un exercice d'incendie. Elle est revenue, troublée, mais pas assez vite. J'avais déjà copié le disque dur. Il contenait des communications entre elle et Maxwell, des brouillons de communiqués de presse, des évaluations internes. Un mémo en particulier m'a marqué. Un plan de crise intitulé « Si la grêle s'intensifie ». Ils s'attendaient à une attaque violente. Ils avaient prévu une solution de secours, mais ils n'étaient pas prêts pour Mason Drake. Plus tard dans la semaine, j'ai piraté le compte privé de Levi. Tobias avait mis en place un faux serveur et un système de pêche si intuitif qu'il ressemblait à une réinitialisation de mots de passe Netflix. Levi a mordu à l'hameçon en moins de 10 minutes. Rien que ça,
c'était presque risible. Dans son compte, j'ai découvert quelque chose de bien plus effrayant que prévu. Une série de notes chiffrées, étiquetées avec des noms de code, des symboles de dollars et des initiales. Je les ai déchiffrées lentement. Chacune a révélé une partie du problème, pot de vin, dont politique sous des sociétés fictives, et même une mention liée à un ancien employé nommé Kaji, répertorié comme manipulé. Aucune fuite. La piste remontait à un lanceur d'alerte, quelqu'un qui avait menacé de révéler publiquement des informations sur le bâtiment. Fraude impliquant une filiale. Un homme disparu 2 ans plus tôt, s'est volatilisé. Tobias fouillait déjà dans la dernière observation connue. Il est devenu évident que Lévi n'était pas seulement le chien de compagnie de Céleste. C'était un réparateur, un nettoyeur, et il était négligent lorsqu'il prenait ses aises. J'ai commencé à cataloguer chaque information, à croiser les dates et les verrous des transactions. Petit à petit, le tableau s'est précisé. Ils n'étaient pas seulement riches. C'étaient des criminels, et je ne cherchais plus à les démasquer pour me venger. J'allais les démanteler brique par brique. Mais je n'étais pas encore prêt. Pas avant que la dernière pièce du puzzle ne s'enclenche. Alors, j'ai attendu, observé et accentué chaque ombre qu'ils avaient oublié de surveiller. On dit que pour tuer un géant, ne vise pas la tête. Visez les chevilles. Le poids de l'Empire fera le reste. Alors je n'ai pas choisi Maxwell ou Céleste. Pas encore. J'ai commencé par des murmures, de petites fractures qui auraient semblé être des coïncidences au premier abord, puis incompétence, puis corruption. Il fallait que ce soit comme une pourriture qui se propage de l'intérieur, et non comme une attaque extérieure. Car lorsque le pouvoir commence à se douter de lui-même, il tombe plus vite. La première fuite fut chirurgicale. Une note interne de Ridington Global datant de 6 mois documentait le licenciement de plus de 30 employés lors d'une prétendue restructuration du département. En réalité, ils avaient été poussés vers la sortie pour laisser la place aux consultants privés de Maxwell, fidèles à ses comptes offshore. J'ai publié la note sur un site de surveillance financière populaire sous le pseudonyme Arbor 61, avec un horodatage et une note. Pourquoi les employés licenciés continuaient-ils à recevoir leurs indemnités de licenciement sur un autre registre? Je n'ai pas spéculé. Je n'en avais pas besoin. La section commentaires a fait le reste. Dès le lendemain, les blogs financiers ont repris l'affaire. Des sources anonymes se sont manifestées. Puis les rumeurs ont commencé à circuler au sein même de l'entreprise. Regard discret dans les couloirs vitrés, appel téléphonique étouffé. On a entendu une assistante demander si elle avait besoin de déchiqueter quelque chose de plus. La pourriture s'installait. Parallèlement, je surveillais la situation. Tessant. Elle ignorait que je la surveillais d'aussi près, mais elle se comportait comme quelqu'un pris au piège d'un système auquel elle ne faisait pas confiance, et cela la rendait utile. Je ne la forçais pas. Je la guidais, je la poussais du coude. Un après-midi particulièrement stressant, je la croisai par hasard près des ascenseurs et lui racontai que je l'avais vu égarer son dossier plus tôt dans la semaine. Elle pâlit. J'haussai les épaules, sourit légèrement et dit, « Ne t'inquiète pas. Je n'ai rien lu. Je pensais juste que tu aimerais savoir. » Ce moment a ouvert une brèche. À partir de ce moment, elle est devenue plus négligente avec ses dossiers. Pas ouvertement, mais juste assez pour que je puisse apercevoir des bribes, copier des clés USB, entendre le ton de ses appels téléphoniques. À travers les cloisons minces des salles de conférence. J'ai commencé à comprendre qu'elle commençait à remettre en question son allégeance. Elle voulait partir, mais ne savait pas comment. Cela la rendait plus dangereuse pour eux qu'ils ne le pensaient. Chaque miette qu'elle laissait tomber devenait une pièce du puzzle. Elle avait des brouillons de réponses à la crise, une liste de responsabilités potentielles, et même des coups de pub au cas où certains noms seraient divulgués. Un nom est apparu plusieurs fois. Projet Bryant. Je l'ai reconnu instantanément. Brian Quell, le lobbyiste lié aux sociétés écrans de Maxwell. J'ai recoupé toutes les données de Tessa avec celles de Tobias. Les chronologies correspondaient. Les virements bancaires des cabinets de conseil vers le cabinet de Brian suivaient toujours l'approbation des contrats par les services des infrastructures de la ville. C'était du blanchiment d'argent classique, mais c'était caché au grand jour. Pendant ce temps, je me suis tourné vers Lévi. À travers grâce à l'accès falsifié créé par Tobias, j'ai fouillé plus profondément dans les comptes de Lévi, au-delà de ses seuls emails. Son cloud était un champ de mine numérique imprégné d'insouciance. Caché dans un dossier zip intitulé « Mariage »,
se trouvait un sous-dossier contenant des contrats entre Levy et Harper & Dent, filiale de Ridington. Sur le papier, il les consultait. En réalité, il créait de faux rapports de vérification des entrepreneurs, autorisant des entreprises sans licence, sans historique, sans véritable adresse. Mais ce qui m'a fait hérisser les sangs, ce n'était pas seulement la fraude. C'était le fichier intitulé « Silencé Kaji-bas final ». PDF. Je l'ai ouvert. Il détaillait l'enquête interne sur Kenneth Jameson. Kaji, un ancien responsable de la conformité qui avait signalé de multiples violations des marchés publics avant de disparaître. Le document était rédigé avec une froideur effrayante. Les préoccupations de Kaji étaient répertoriées, puis marquées comme traitées. Son indemnité de départ comprenait une clause de confidentialité, dont une liée à la documentation de son aptitude mentale. Tobias a effectué une recherche et a confirmé que Kenneth avait déposé 2 signalements auprès d'un médiateur indépendant, avant de disparaître. Pas d'emploi. Dossier, pas de bail, tout simplement disparu. J'ai fermé le dossier, fixant mon reflet sur l'écran assombri. Ils ne m'ont pas seulement trahi. Ils ont effacé des gens. Cette nuit-là, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas dormi. Je me suis juste assis dans la lueur de l'écran et j'ai élaboré le plan. Il ne s'agissait plus seulement de démasquer les gens. Il ne s'agissait plus seulement de réputation ou de vengeance. Il s'agissait de rendre des comptes pour ceux qu'ils avaient enterrés sous leur empire doré. Le lendemain matin, j'ai envoyé une deuxième fuite, cette fois à un média d'investigation de taille moyenne, le genre qui n'avait rien à perdre et tout à gagner. Je leur ai fourni des documents expurgés concernant l'acquisition abusive par Ridington Global d'une entreprise d'énergie verte qui s'est avérée être une société écran. Une société utilisée pour siphonner des subventions de l'État et blanchir l'argent. J'ai laissé Arbor 61 s'en attribuer à nouveau le mérite. L'histoire a été publiée en 48 heures. Les marchés l'ont remarqué. L'équipe de relations publiques de Ridington s'est démenée. Un communiqué de presse d'urgence, de vagues démentis, des assurances aux investisseurs, mais les failles apparaissaient. Maxwell a annulé 3 apparitions publiques en une semaine plus tard, Céleste a verrouillé ses comptes de réseaux sociaux. Levy a changé de numéro. Était ça. Un matin, elle a laissé sa tablette sur une table de conférence en s'éloignant pour prendre un appel. J'ai copié l'intégralité du disque. Il y avait une liste de points à aborder pour une prochaine session de formation aux médias. Parmi les questions anticipées, l'une d'elles se démarquait en gras, le conseil d'administration a-t-il reçu des menaces crédibles concernant les représailles de Haï? Ils avaient peur. Tant mieux, car je n'avais pas fini. Loin de là. La voix de Maxwell Ridington s'est brisée en direct à la télévision nationale. C'est ainsi que j'ai su que la première fracture avait touché quelque chose de plus profond que sa réputation. Elle avait touché la peur. Il était à mi-chemin d'un discours suffisant lors d'un déjeuner d'entreprise, consacré à l'expansion durable et au renouvellement des partenariats, lorsque son assistante personnelle s'est précipitée à la tribune. Elle a murmuré quelque chose et son sourire s'est estompé un instant. Puis les téléphones de la presse ont commencé à vibrer. Des écrans se sont allumés dans la salle de bal. Quelqu'un a halté. Un journaliste s'est levé et a posé la question à voix haute. Monsieur Ridington. Avez-vous un commentaire à faire sur les prétendues sociétés écrans et le rapport anonyme au fisc concernant des comptes offshore liés à Ridington Global? Maxwell cligna des yeux comme s'il avait mal entendu. La salle se figea. Puis les flashs des caméras se mirent à clignoter et les questions fusèrent comme des éclats d'obus. Il quitta la scène sans répondre. J'étais à l'autre bout de la ville, à regarder la diffusion en direct au fond d'un café de Brooklyn. Écouteurs sur les oreilles, sweat à capuche sur le dos, ordinateur portable connecté à un VPN privé. Lorsque Maxwell s'est tordu la langue et qu'il a quitté la scène, je me suis penché en arrière et j'ai fermé mon ordinateur. Premier coup dur. Le rapport que j'avais envoyé au fisc n'était pas anonyme au sens juridique du terme. Il était inviolable et provenait entièrement d'une société de blanchiment d'argent que Tobias m'avait aidé à créer. Nous l'avons déposé comme une plainte de lanceur d'alerte auprès d'une entité enregistrée au Luxembourg. Il comprenait des relevés bancaires, des notes interco et des historiques de virements remontant à une demi-douzaine de sociétés écrans à travers l'Europe. Il a fallu des mois de préparation, mais en 32 minutes, il a fait la une des journaux. Pendant que Ridington se démenait pour limiter les dégâts, j'ai rendu une visite discrète à la seule personne que je pensais ne jamais revoir. Marin, la sœur de Céleste, avait toujours été cruelle, de manière performative. Dédaigneuse,
condescendante. Un jour, elle m'avait surnommé le mari boursier lors d'un dîner de famille. Mais sous tout cela se cachait quelque chose d'utile, le désespoir. Elle voulait le pouvoir. Depuis toujours. Et maintenant que l'Empire commençait à s'effondrer, je savais qu'elle serait la première à s'emparer d'une bouée de sauvetage. Peu importe qui avait blessé, elle ne savait pas que c'était moi au début. J'attendais devant sa salle de sport, manteau tailleur discret, la barbe que Tobias m'avait encouragé à garder. Lorsqu'elle est passée, je me suis mis à côté d'elle. Marin, dit-elle en tressaillant, puis son visage est devenu pâle. Jonas. Seigneur. Du calme, dis-je en levant les mains. Pas de caméra, pas de menace, juste une conversation. Elle regarda autour d'elle, puis entra dans la ruelle avec moi. Tu as l'air différent. On dirait quelqu'un qui est sur le point de tout perdre, répondis-je. Cela attira son attention. Elle croisa les bras. Si tu es là pour me faire peur, je n'ai pas besoin de te faire peur, intervins-je. J'ai déjà ce qu'il me faut pour détruire ta famille. Je voulais juste t'offrir un choix avant que ça n'arrive. Elle plissa les yeux. Tu crois que j'ai peur de toi? Non, dis-je. Je pense que tu as peur de devenir insignifiant. Son silence était un aveu en soi. J'ai un enregistrement, dis-je. Tu menaces une Ridington à ton tour, la poussant à falsifier des rapports. Tessa Langla. Moi aussi. Elle cligna des yeux. Son air suffisant d'habitude disparut. Que veux-tu? Aide-moi, dis-je. Accès, document, mot de passe. Tu me donnes ce dont j'ai besoin et je m'assure que ton nom soit bien connu. Ne se fais pas traîner avec le reste. Elle hésita alors tranquillement. Quel type d'accès? Code de passe de Colette. J'ai dit ses registres privés. Quelque chose de caché dans les comptes de Genève. Elle a avalé fort. Tu veux les comptes de ma mère? Non, dis-je. Je veux la vérité derrière eux. Marin n'a pas répondu, mais 3 jours plus tard, une enveloppe non marquée est arrivée à ma Dropbox à Manhattan. À l'intérieur, une clé USB, des notes à la main et des journaux financiers privés de Colette Ridington remontant à 12 ans. Ce que j'ai trouvé a fait ressembler tout le reste à un vol de maternelle. Colette avait construit un portefeuille international de comptes de négociation d'initiés sous des alias liés à ses contacts à l'ancienne en Europe. En utilisant des comptes de brûleurs et des conseils de stock de temps, elle avait augmenté plus de 42 millions de dollars de gains d'obtention. Les légers étaient déguisés en avoirs artistiques et en actions immobilières. Mais Tobias a trouvé la véritable propriété cachée sous une fiducie nommée Aurelia Circle tracée directement à Colette. Je devais maintenant compter les nombres, les modèles de mouvements et les noms de courtiers. C'était la frappe 2. J'ai envoyé les registres, frottés et cryptés, à un groupe de surveillance des valeurs mobilières spécialisé dans la criminalité financière, et non en tant que port 61. Cette fois, j'ai laissé les documents parler d'eux-mêmes. Je savais que les régulateurs tournaient déjà après la fuite de l'IRS. Cela attiserait les flammes. 2 jours plus tard, le stock de Ridington a chuté de 18% en une seule journée. Le conseil d'administration a gelé les privilèges exécutifs. Les appels des actionnaires ont été annulés. Les présentateurs de nouvelles ont commencé à utiliser le risque d'implosion de phrases. Colette a essayé de le nier publiquement. Elle a blâmé une tentative de contrefaçon élaborée, mais l'un des courtiers suisses a replié les questions et a confirmé son identité. Elle est devenue silencieuse. Les fissures ne se sont plus montrées. Ils s'élargissaient. Et bientôt toute la structure commencerait à s'effondrer. Je me suis assis dans mon appartement ce soir-là, les lumières, sirotant du café rassis, regardant les images de la retraite de Maxwell encore et encore. Remplissant la partie où le journaliste a posé la question, en regardant le moment où sa certitude a disparu. Je n'avais pas encore fini, mais le verre avait commencé à se briser et une fois qu'il commence, il ne s'arrête jamais. 2 jours avant le grand moment de Céleste, l'événement de réélection de la Global Women and Finance Initiative, je l'ai regardé répéter son discours sur un flux en direct sur le site publié sur leur histoire. Elle portait ce chemisier en soie bleue qu'elle a toujours retiré quand elle avait besoin d'être puissante mais relatable. Cheveux bouclés, sourire raffiné, chaque mot calculé au public. Elle était toujours prête, composée. Ils n'ont pas vu les fissures dans sa voix. La façon dont elle a serré ses cartes de notes trop serrées, les regards de son équipe de relations publiques entre les prises. Mais je l'ai vu. J'ai tout vu.
Et je savais que la flamme était sur le point de toucher le tissu. Le plan était superposé. Juste assez de chaos dans les heures précédant l'événement pour affronter son équipe, mais pas assez pour l'annuler. Je voulais qu'elle se présente. Je voulais qu'elle croie qu'elle pouvait toujours contrôler le récit parce que rien ne fait plus mal que de regarder votre propre monde s'effondrer pendant que vous tenez le micro. J'ai commencé la matinée avec une grève coordonnée. À 7h32, cryptés les fichiers ont commencé à tomber dans des boîtes de réception à New York. Les journalistes d'investigation, les fonctionnaires du gouvernement, les comités d'éthique financière et une poignée de membres du conseil d'administration de Ridington. Chacun a reçu un lien personnalisé, aucun nom attaché, juste pour votre attention, confidentiel. À l'intérieur se trouvaient des feuilles de calcul, des emails, des sentiers de paiement, tout ce qui pointe vers les sociétés d'obstacles de Maxwell, les métiers d'initiés de Colette et les rapports des entrepreneurs falsifiés de Lévy. Je n'ai pas seulement jeté de l'essence. J'ai allumé des fusibles à chaque étage. À 9h08, le premier média a fonctionné avec le titre Ridington Empire lié au réseau de Shell de plusieurs millions de dollars. Il a été suivi par un plus petit blog qui fuit des emails internes entre Céleste et Marin discutant de la façon de contenir l'influence de la grêle. Cette ligne seule était suffisante pour que les gens commencent à se demander s'il y avait plus dans l'histoire. Je n'ai pas confirmé Nini. Je n'en avais pas besoin. Internet a fait ce qu'il fait le mieux, spin. À 10h45, Tobias m'a transmis une capture d'écran d'un chat de groupe interne entre Lévy, Céleste et Marin. La tension a fait un saut à travers les mots. Qui diable a divulgué cela? Avons-nous tiré la prise? Nous ne pouvons pas annuler. Elle doit être visible. Céleste a répondu, personne ne tire rien. Nous tenons la ligne. Bien. Je le voulais là où elle était. À 11h26, le membre du conseil d'administration, Cheral dit, le seul à m'avoir jamais traité comme plus qu'une note de bas de page, a été cité dans un article de source anonyme remettant en question l'éthique de la direction de Ridington. Si même la moitié de ceci est réel, indique l'article, quelqu'un va en prison. J'ai passé le reste de l'après-midi dans la cabine technologique du lieu de l'événement. Tobias m'avait assuré un chemin. Comme une vague manufacturée autour d'elle. Tout d'abord, cela ressemblait à un hockey technique. Dans ce qui ressemblait au bureau de la maison de Céleste. La crête de Ridington visible sur une étagère. Derrière eux. Lévy. Alors quand il remarque que l'argent est parti, quoi? Nous prétendons que c'est une erreur comptable. Céleste, non. Nous le discrédit. Dites qu'il était instable. Fuir quelque chose sur un problème d'alcool. Marin. Et si cela ne fonctionne pas, Céleste, alors nous dégénions. L'audio a joué haut et fort à travers les haut-parleurs. La foule est devenue silencieuse. Les têtes tournaient. Des halètements résonnaient. Céleste a gelé. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle se tourna vers l'écran comme si elle l'avait trahi physiquement. Quelqu'un dans le public a crié, « Est-ce réel ?» Un autre, « Qu'est-ce que c'est ?» Céleste. Son sang-froid a craqué juste une seconde. Elle recula du podium, tâtonnant pour son oreillette, mettant quelque chose à son équipe hors scène. La vidéo a continué, « Lévy, il ne se battra pas. Il est trop fier. Il repoussera comme un bon garçon. » Céleste. Exactement. Et quand il le fera, nous prenons ce qui reste. L'écran coupé en noir. Silence, puis les chuchotements, puis le bruit. Céleste était soumis à des projecteurs. Je scannais le public pour une sortie qui n'a pas existé. Je ne suis pas resté dans la technique élégante. No one noticed me. Everyone was too busy watching the perfect woman unravel. By the time he left, the event was over. Cancelled. PR team scrambling. Phone buzzing like hive in flame. Outside, he passed a cluster of reporters arguing over which clip to post first. He smiled. In the shadow, he whispered to himself, strike 3. And the fire had only just begun. The Ridington estate hadn't changed, still too large for sincerity, still perfectly paysagé, toujours enveloppé dans le type de richesse qui avait dysfonctionnement derrière des haies coupées et du marbre poli. Je n'avais pas mis les pieds sur cette propriété depuis la nuit que Céleste m'a fait escorter le gala comme un voleur. Et pourtant, quand j'ai franchi la porte d'entrée sous la lueur de leur lanterne vintage, je n'étais pas nerveux. Je n'étais pas en colère. Je n'avais même pas froid.
J'étais calme, détaché, calculé parce que ce n'était pas une invitation au dîner. C'était l'exécution de l'acte final. Ils ne m'attendaient pas. Ils avaient appelé une réunion familiale, d'urgence seulement, bien sûr, pour discuter de la façon dont ils pouvaient contenir les retombées de l'enquête IRS, les allégations d'initiés de négociation et la vidéo divulguée de l'événement échoué Céleste. J'avais une copie du fil de groupe de Tobias. Pas de relations publiques, pas encore de juridique, juste de la famille. Cette dernière ligne m'a amusé. Il pensait toujours que c'était réparable. J'ai marché droit sur le chemin de pierre et a sonné la cloche. Un nouveau gardien de sécurité a répondu, atteignant déjà son oreillette. « Qui êtes-vous ? » « Dites à Maxwell que Jonah soit salué ici, dis-je. Il voudra pour entendre ce que j'ai apporté. » L'hésitation a été brève. Ensuite, la porte s'est ouverte. Maxwell était assis à la tête de la table à manger long oak, soignant un bourbon avec une décantre à moitié vide devant lui. Il ne se tenait pas. Colette était assise en face de lui, sa mâchoire serrée, ses perles tremblant contre le tissu de son chemisier. Marins se sont soulevés à la fin de la table, les yeux ont gâché comme elle avait percuté les yeux. Maxwell, les bras, plus de maquillage, mais il n'a pas pu cacher la fatigue dans son visage. PR Financial Record montrant comment Maxwell a acheminé les fonds par le biais de la société de lobbying de Croswell. Tobias et moi avions déposé il y a seulement 3 jours, signé et scellé, rétablissant mes droits de propriété complète dans le fonds discrétionnaire de la grêle. Ce dernier a atterri comme une bombe. Le maire a invisiblement tressailli. Colette halta, ses mains tremblantes alors qu'elle atteignait le papier. « C'est faux », a-t-elle cassé. « Non », dis-je calmement. « C'est authentifié, notarisé. Déposé auprès du greffier de district. La signature vous appartient, Colette. La date ? Il y a 11 mois, lorsque vous étiez trop occupé à préparer la collecte de fonds de Saint-Morat pour remarquer l'amendement dans lequel je me suis glissé. Vous l'avez signé en pensant qu'il s'agissait d'un accord de transfert interne. Ce n'était pas le cas. Céleste s'avança maintenant. Que voulez-vous, Jonas ? Je l'ai regardé pendant longtemps. C'est la question que vous auriez dû poser avant de me détruire. Vous vous êtes détruit. Non, dis-je, la voix calme. Vous avez construit votre royaume en supposant que je ne riposterais pas, que je disparaisse tranquillement, que je jouerais le bon mari et disparaît dans la mémoire. Mais je ne l'ai pas fait. Maxwell se moqua. Tu es toujours juste du bruit. Vous n'avez pas la portée de réellement un je possède 27% de Briard Héros. J'ai coupé une entreprise de procuration qui vient de terminer une fusion de 3e étape. Devinez ce que nous avons acquis la semaine dernière ? Un intérêt contrôlant dans votre société de portefeuille secondaire, via Jonah Capital, qui à des fins juridiques détient une part majoritaire des contrats d'infrastructure de Ridington Global. Donc, non, Maxwell, je ne suis pas du bruit. Je suis votre nouveau partenaire. Marin s'est effondré dans sa chaise, ouverte en bouche. Chromeda Colette, un son haut ailé qui résonnait le plafond voûté. Céleste se tenait juste là me regardant toujours comme si elle ne reconnaissait plus l'homme devant elle. J'ai regardé autour de la pièce. Vous ne gagnez pas en étant plus fort, dis-je lentement. Vous gagnez en étant sous-estimé. Chaque fois que vous miniez, chaque fois que vous me coupez, chaque fois que vous vous parliez, je n'étais que le mari de Céleste, je prenais un note. J'ai construit un fichier. J'ai construit ce moment. J'ai ramassé le dossier et se dirigea vers la cheminée. Un par un, j'ai jeté les documents. Les flammes les avalaient sans hésitation. Ce n'est pas une négociation, ai-je dit, face à eux une dernière fois. Je ne veux pas vos excuses. Je ne veux pas de votre pardon. Je ne suis pas là pour faire la paix. Céleste a pris une respiration. Alors pourquoi êtes-vous ici ? Je voulais juste que vous le voyiez, dis-je. Au moment où vous avez réalisé que vous avez perdu, je me suis retourné et je suis sorti. Ils ne m'ont pas suivi. Je n'ai pas appelé mon nom. N'a pas demandé. Et ce silence était la victoire. Vous ne l'entendez pas toujours quand un empire tombe. Parfois, il ne vient pas avec le rugissement du feu ou l'accident de verre. Parfois, c'est calme, un téléphone qui ne sonne pas, une réunion qui ne se produit pas, un nom qui disparaît d'une plaque de porte, et parfois, si vous regardiez assez près, vous savez au moment où cela commence. Pour les Ridington, il a commencé le matin que Maxwell a été inculpé. J'étais assis dans le stand arrière d'un restaurant du côté est,
le même que j'avais utilisé pour rencontrer Tobias au début lorsque les nouvelles ont frappé les ondes. La voix de l'encre était stable, nette. Maxwell Ridington, PDG de Ridington Global, a été inculpé de multiples chefs d'accusation, notamment la fraude, l'évasion fiscale et les contributions politiques illégales. Des sources proches de l'enquête ont confirmé que les documents de dénonciation ont déclenché une enquête fédérale à grande échelle. J'ai remué mon café lentement, en regardant l'écran au-dessus du comptoir alors que l'image de Maxwell, des cheveux gris glissés, du visage rougissant, a été conduit dans une voiture noire par des agents et des briseurs de vent de la marine. Ses mains n'étaient pas menottées, mais son langage corporel a raconté l'histoire. Il ne sortait pas de cette salle d'audience le même homme. Les clients autour de moi murmuraient. J'ai entendu une femme chuchoter à son ami, n'a-t-il pas juste prononcé un discours sur l'éthique le mois dernier? C'était poétique et ce n'était que le début. Le même jour, Marin Ridington est montée à bord d'un vol privé pour Londres. Elle n'a pas dit au revoir à n'importe qui. Pas de communiqué de presse, pas d'annonce. Mais Tobias m'a envoyé une copie de la manifeste de vol avant que son avion ne soit même dans les airs. Elle a drainé 3 comptes et transféré des fonds à une société de conseil à Kensington qui n'avait pas existé il y a 6 semaines. Elle essayait de dépasser l'incendie, mais la fumée la suivrait, surtout une fois que les régulateurs britanniques ont obtenu les fichiers que j'ai transmis. Puis est venue Colette. J'ai presque ressenti quelque chose quand j'ai regardé presque les images. Elle a essayé de tenir une conférence de presse devant la Fondation Family, flanquée de son avocat et ce qui ressemblait à un stagiaire de relations publiques fraîchement embauché. Mais lorsqu'un journaliste a posé des questions sur les comptes de Genève et que les échanges d'initiés sous l'Aurelia Circle Trust, les mains de Colette ont tremblé. Sa voix vacilla. Et lorsque la deuxième question est arrivée, avez-vous utilisé des fonds à but non lucratif pour faire des investissements privés dans des sociétés d'hélice familiales? Elle a cassé. Les caméras ont tout attrapé. Son cri, son déni au visage rouge, le trébuchant alors qu'elle se tourna trop vite et frappa le micro. Plus tard dans la soirée, la Fondation a publié une déclaration disant que Colette était retirée de toutes les responsabilités de surveillance financière. Tobias m'a envoyé une seule ligne. Elle a fini. Et elle l'était. Son accès a été gelé dans les 24 heures. La plupart de son personnel a démissionné le week-end. Mais le moment qui m'a le plus satisfait, qui appartenait à Céleste. Elle ne s'est pas présentée devant les tribunaux. Elle n'était plus dans les émissions du matin. Son visage a disparu de chaque initiative qu'elle a menée autrefois. Le site web de Global Women in Finance a remplacé son tir à la tête par un espace réservé vide. Je l'ai regardé se produire en direct. Rafraîchissez-vous et juste comme ça, elle est devenue un fantôme. Puis vint les images que je ne m'attendais pas. Céleste se tenait devant le palais de justice après la mise en accusation de Maxwell. Son manteau trop mince pour le vent. Ses yeux rouges. Pas du maquillage, pas du chagrin, de la perte. Perte authentique, personnelle et indéniable. Sa voix trembla en essayant de parler à un journaliste qui l'a attrapé sur les marches. Je ne savais pas, a-t-elle dit encore et encore. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Mais ce n'était pas la partie qui a collé avec moi, c'était le moment juste avant que le journaliste ne commence à parler. Céleste regarda autour de lui, son regard se précipitant d'une voiture en foule en passant par le ciel comme si elle cherchait quelqu'un pour l'expliquer, quelqu'un à blâmer, ou peut-être, quelqu'un pour la sauver. Elle n'a jamais regardé la caméra. Elle le regarda comme si elle savait que je regardais et que je l'étais. Je ne me réchauffais pas. Je n'ai pas bu ni organisé de fête. Je n'ai pas envoyé à Tobias un onliner intelligent. Je me suis assis seul dans mon nouveau bureau à Briare Hérault, 3e étage, fenêtre d'angle, rien flashy, et j'ai regardé l'Empire tomber. La salle de conférence qui appartenait autrefois à Maxwell était maintenant la mienne de toutes les manières qui comptaient. Grâce à un réseau de procuration et de partenaires silencieux, j'avais acquis 51% des actions restantes de Ridington Global. Ils ont essayé d'arrêter le saignement, mais ils ont sous-estimé la vitesse à laquelle je me déplaçais, à quel point mes pas étaient devenus silencieux. Au moment où ils ont réalisé que j'étais derrière les rachats, il était déjà trop tard. Lévy a essayé de riposter. Il a déposé une poursuite civile pour diffamation et le piégeage illégal, affirmant que les enregistrements de lui complotant avec Céleste avaient été obtenus illégalement. Je ne me suis même pas présenté à l'audience. Mes avocats n'avaient pas besoin de moi. Le juge l'a rejeté en moins de 30 minutes. L'enregistrement était admissible, a jugé le tribunal,
car c'était la propriété de Céleste, sa maison, son équipement, et elle ne l'avait pas nié. La carrière de Lévi s'est évaporée. Il a perdu ses approbations d'entreprise, ses allocutions, même son podcast. L'homme qui m'a grillé lors de ma réception de mariage n'a pas pu obtenir de siège sur un panel à Tulsa. La dernière fois que j'ai entendu, il était en arbitrage en essayant de sauver ce qui restait de sa réputation. Je pensais que je me sentirais plus quand cela s'est produit, mais je ne l'ai pas fait. C'est la chose que personne ne vous parle de la vengeance. Il ne vient pas avec des trompettes. Il n'offre pas de catharsis. Il n'y a pas d'ovation debout. Ça s'installe. Calme, précis, complet. Et moi, je n'ai pas récupéré ce qui était à moi. J'ai remplacé cet abriard héros. Je suis devenu partenaire sur le papier par le biais de Mason Drake. L'identité qui m'avait autrefois gardé en vie. Finalement, j'ai laissé tomber l'alias. Rendu mon nom à nouveau public. Pas comme Jonas Sallu, l'ex-mari. Pas comme l'homme qui a été accusé de sabotage, mais comme l'homme qui s'est reconstruit des cendres et a ensuite pris les matchs aux personnes même qui ont essayé de l'enterrer. J'ai changé notre façon de fonctionner. Nous ne jouons plus de politique avec des chiffres. J'ai construit une équipe de loups silencieux, d'analystes, de dénonciateurs, de réformateurs, tous fatigués d'être réduits au silence. Nous n'avons pas poursuivi l'influence. Nous l'avons exposée. Et je ne me suis pas arrêté à Ridington. Il y avait d'autres familles comme eux, d'autres empires avec des fissures. Personne n'était assez courageux pour faire pression contre. J'ai pressé. J'ai utilisé ce que j'ai appris dans le feu et un par un, les piliers ont commencé à frissonner. Les médias l'ont appelé l'effondrement de Ridington. Ils ont dit que c'était le démêlage d'une dynastie, la fin d'un nom qui avait dominé la finance pendant des décennies. Mais pour moi, c'était quelque chose de plus simple. C'était la fermeture. Pas de défilé, pas d'applaudissements, juste du silence. Et dans ce silence, j'ai entendu quelque chose de nouveau. Paix. Il y a un type particulier de silence qui vit au sommet d'un bâtiment. Ce n'est pas l'absence de son. Il y a encore le bourdonnement des ascenseurs, le bourdonnement lointain de la circulation, la ville exhalant sous vous, mais c'est le genre de calme qui se sent gagner. Pensée 4. Payé en totalité. Je m'assois près de la fenêtre la plupart des nuits maintenant, pieds nus sur des planchers de bois franc, un verre d'eau à la main, pas de musique, pas de distraction, juste la ligne d'horizon s'étendait comme un champ de bataille éclairé que j'ai traversé et survécu. Cette maison d'épingle n'est pas comme celle Céleste et moi avons partagée. C'est plus petit, plus simple. Un mur est entièrement en verre et je laisse les rideaux ouverts la nuit. Il ne s'agit pas de la vue. Il s'agit de visibilité. Plus de cachettes. Plus de coins. Je veux voir le monde qui a essayé de m'effacer. Je voulais me revoir. Le mobilier est tout le mien. Pas de fusée de créateurs, pas d'esthétique organisée, juste des choses robustes qui ne se cassent pas lorsqu'elles se penchent. Un canapé en cuir brun foncé. Un bureau en noyer avec de vieux luminaires en laiton. Une chaise de lecture que j'ai ramassée dans une boutique d'occasion à Tbeka et je me suis remboursé. Il y a une impression d'une mer orageuse au-dessus de la cheminée. Non pas parce que j'aime l'océan, mais parce que je respecte ce qu'il fait aux hommes qui essaient de l'apprivoiser. Je me réveille tous les matins sans alarme maintenant. Pas de réunion que je ne choisis pas. Aucune voie pour laquelle je dois me rétrécir. Je vais toujours au bureau quelques jours par semaine, mais la plupart de mon travail se produit à partir d'ici. Je passe en revue les decks de stratégie, je signe aux demandes de financement, approuve les fusions. Tout cela fait à travers des réseaux chiffrés et 3 couches de sécurité numérique. Je suis à nouveau propre, mais je ne le mets pas sur les bâtiments. J'ai appris que les noms les plus bruyants sont les plus faciles à cibler. Certaines nuits, je reçois des lettres, pas du genre à vous attendre, pas des menaces ou des éloges. De vraies lettres de personnes qui travaillaient sous l'égide de Ridington. Depuis les stagiaires qui ont été jetés, les managers qui ont été réduits au silence, les assistants qui ont été blâmés lorsque les accords de direction sont allés vers le sud. La plupart d'entre eux ne savent même pas que ce soit moi qui a abattu la dynastie. Ils viennent d'envoyer des notes de remerciement à l'adresse email anonyme Arbour61, que Tobias gère toujours. Je ne sais pas qui tu es, l'un a écrit. Mais je peux respirer à nouveau. Un autre, ils m'ont licencié après avoir signalé du harcèlement. J'ai pleuré pendant une semaine. Puis j'ai vu les gros titres et je savais que quelqu'un se souvenait de moi.
Et c'est la partie la plus attendue. Je n'ai rien fait de tout cela pour être noble. Je n'essayais de sauver personne. Je survivais. Et puis détruisant la machine qui a essayé de me mâcher et de sourire tout en le faisant. Mais dans le processus, il semble que j'ai fait autre chose. J'ai fait de la place. J'ai ouvert une fenêtre pour les gens qui n'en avaient pas. Parfois, je me laisse réfléchir à ce qui aurait pu être. Que se serait-il passé si Céleste m'avait regardé ce gars-là au lieu de me passer? Si elle avait choisi de me parler au lieu de sur moi, aurais-je encore disparu? Toujours aiguiser mon silence dans une arme? Je ne sais pas. Cette version de la vie a disparu la seconde où elle a soulevé le micro et a dit mon nom comme une malédiction. Mais le fait est que je ne suis plus amer. La colère a une demi-vie. Le mien a brûlé pendant des mois, mais finalement il a cessé de nécessiter du carburant. Il a calcifié en résolution. Et maintenant, c'est juste quelque chose que je porte comme une vieille cicatrice, un rappel, pas une blessure. Je vois parfois Céleste, pas en personne. Je ne lui donnerai pas la satisfaction de savoir que j'ai regardé, mais j'entends parler d'elle. Tobias suit toujours les cycles des médias par habitude. Elle est en thérapie maintenant, faisant une sorte de tournée de réadaptation d'images, apparaissant sur des podcasts organisés par des personnes qui faisaient semblant de ne pas la connaître. Elle porte des tons en sourdine maintenant. Pas de rouges audacieux, pas de gros titres. Elle est plus petite, plus calme, humaine, peut-être pour la première fois. Je ne la déteste pas. Je l'ai fait une fois. Mais la haine comme le feu consomme tout, même les parties de vous qui auraient pu survivre. Alors je l'ai lâchée. Pas pour elle. Pour moi, parce que j'ai passé assez de temps avec des fantômes. Lévi est hors de la grille. Après l'échec du procès, il a déménagé dans une petite ville. Essaie toujours de présenter des idées de démarrage. Personne ne mord. Son nom est radioactif. Je me demande s'il est jamais éveillé la nuit en pensant à ce qu'il aurait pu avoir s'il n'avait pas joué à la marionnette pour une dynastie qui ne l'a jamais vraiment inclus. Probablement pas. Des gens comme Lévi ont un talent pour oublier leur propre trahison. Maxwell attend la condamnation. Ses avocats font pression pour une assignation à résidence, citant des problèmes de santé. J'imagine qu'il est un manoir rempli d'art qu'il n'a pas gagné, essayant de réécrire son héritage avant que l'encre ne sèche en cours. Je doute qu'il pense beaucoup à moi. Les hommes comme lui ne reflètent pas, ils se réécrivent. Il se racontera l'histoire où j'étais un traître, une erreur. Laissez-le. Je n'ai pas besoin de discuter avec des hommes qui disparaissent déjà de la pertinence. Colette est silencieuse. La fondation a disparu. Ce qui reste de son héritage vit maintenant dans les notes de bas de page et les histoires d'horreur de la salle de conférence sur le prix de l'arrogance. Elle n'est plus invitée à parler à la Charité Galas. L'invitation a arrêté le moment où ses actifs ont été saisis. Marin, la dernière fois que j'ai entendu, essayait de charger son chemin dans l'élite britannique, en sautant de galerie en galerie avec un nouvel accent et un titre d'emploi en indemnité. Je me demande combien de temps cela prendra avant que quelqu'un la vienne aussi. Et la société, Ridington Global, existe toujours. Il faut le faire. Les entreprises ne meurent pas si elles se transforment sous une nouvelle direction maintenant. Désinfecter, nettoyer. Mais l'ombre de ce que c'était persistera pendant des années. Personne n'oublie un empire qui est tombé en public. Et je suis d'accord avec ça. Laissez la marque survivre. Laissez les nouveaux dirigeants tenir des réunions dans des tours de verre et prétendez qu'ils ont rétabli la dignité. Le vrai changement n'est pas dans ce qu'ils disent, c'est dans ce qu'ils ont peur de répéter. Quant à moi, je travaille dans des chuchotements. Je finance des groupes de réforme juridique à travers des alias. J'investis dans les organisations à but non lucratif qui protègent les dénonciateurs. J'ai commencé une confiance privée pour donner des subventions à de jeunes professionnels qui étaient des balles noires pour avoir dit la vérité dans les salles de conférences trop bruyantes avec des mensonges. Mon nom ne figure sur aucun des documents. Je ne veux pas de crédit. Je veux atteindre. Porte silencieuse. Parfois je marche. Pas loin, juste quelques pâtés de maison. La ville bouge toujours comme elle l'a toujours fait. Se précipiter, fredonner est différent. J'aime ça à ce sujet. Personne ne se soucie de qui j'étais. Il bouge. Certaines nuits, je me tiens à des passages pour piétons à côté des hommes en costume qui me rappellent qui j'étais ou qui je faisais semblant d'être. Et je me demande s'ils savent à quelle vitesse tout cela peut se désagréger.
S'ils ont déjà eu quelqu'un, ils aiment les transformer en communiqués de presse. Un soir, j'ai passé une librairie que je visitais avec Céleste. Le propriétaire était toujours là. Il ne m'a pas reconnu. J'ai parcouru quelques minutes, acheté une ancienne copie de Méditation de Marcus Aurelius. Quand il m'a remis le reçu, il a dit « Vous ressemblez à quelqu'un qui a beaucoup traversé ». J'ai souri. Pas autant qu'il n'y paraît. Il haussa les épaules. Parfois, ce sont ceux qui ne disent rien qui changent tout. Il ne savait pas à quel point c'était vrai. À la maison, je garde ce livre sur mon bureau. À côté d'une petite boîte en bois remplie de choses que je ne m'utiliserai plus. Je ne les regarde pas souvent, mais je les garantis comme des trophées, que les rappels de ce que je me suis rendu, et ce que je peux faire le silence. Plus. Né pour mendier un siège. Je suis né pour démanteler les dynasties avec rien d'autre que de la patience et de la preuve. Et je l'ai fait.